Front National jamais ne cautionnera cette pratique honteuse. Oh, vous me direz, ceux qui viennent d'arriver, dont je vous ai parlé tout à l'heure, cela ne leur réclamera pas le recours sur succession. Nous nous battrons aussi de toutes nos forces pour le service public départemental qui aujourd'hui est mis à mal. Vous le savez, le département a dans ses compétences foule de services publics du quotidien. Les maisons de retraite qu'il faut développer massivement alors qu'aujourd'hui on laisse le champ libre au privé, à ces tarifs exorbitants et aux inégalités qui vont avec. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas ça le but? Est-ce que l'objectif, ça n'est pas d'arrêter le service public du 3e ou du 4e âge pour pouvoir pousser le privé à ne présenter que des places à des prix exorbitants en autorisant le privé à ce recours sur succession, ce qui représenterait, je vous le dis très clairement, le hold-up du siècle sur le patrimoine de nos compatriotes. Nous engagerons à assurer la sécurité dans les collèges et aux alentours et à ne plus laisser les trafics et les bandits prospérer. La sécurité sera placée au cœur de notre action départementale. En cas de désengagement de l'État, le Conseil général doit assurer l'entretien des gendarmeries dont on sait que l'État a pour objectif de les faire disparaître. Il doit aussi assurer la pérennité des SDIS, des services de pompiers, et se battre aux côtés des sapeurs-pompiers volontaires dont le statut est aujourd'hui menacé par l'Union européenne. Ah bah oui, parce que l'Union européenne n'aime pas bien ce qui est volontaire et gratuit. Voilà. Les professionnels, ils ne veulent pas que cet engagement civique auquel nous, au Front National, nous tenons tant. Aide sociale face à la crise, service public de proximité, voilà la bonne dépense publique. Nos équipes départementales mettront au profit de ces priorités toute leur énergie et toutes leurs compétences. Elles agiront selon ce principe: produire, travailler et consommer français, en privilégiant dans les marchés publics départementaux les PME locales. Mais mes chers amis, il est aussi de notre devoir de dire que les potentats locaux de l'UMP et du PS, grisés par les petits pouvoirs que leur a conféré une décentralisation irresponsable, ont pris l'habitude d'utiliser l'argent des Français pour sans cesse accroître une très mauvaise dépense publique. Dérapage du budget de communication, clientélisme, embauche non maîtrisée de fonctionnaires locaux qui augmentent de manière spectaculaire, alors que de l'autre côté, les fonctionnaires d'État, eux, qui sont essentiels au bien-être des Français, les pompiers, les policiers, les médecins disparaissent. Les exemples de cette très mauvaise gestion publique pullulent. Et évidemment, ils expliquent en large partie l'explosion des budgets des conseils généraux. 10% de hausse chaque année quand même, hein, depuis l'an 2000. 10% de hausse chaque année. Ces dépenses inadmissibles, incompatibles avec notre conception de la République française, le Front National les combattra avec la plus extrême résolution. Parce que nous avons le sens, nous, des priorités. Il n'y a aucune raison que l'argent des Français serve à payer l'embauche de la nièce du président du Conseil général ou les campagnes de publicité qu'il sort dans le journal local. Pour finir ce passage en revue de nos axes de campagne, je voudrais vous inviter à une réflexion, mes chers amis, sur l'origine profonde de cette fuite en avant vers la mauvaise dépense publique, la décentralisation. Commencée en 1981 et accentuée sans aucune réflexion en 2004. Alors, premier président de la Cour des comptes, Philippe Séguin, avait eu ces mots très justes en 2009 pour qualifier la décentralisation structurellement coûteuse, avait-il dit. Mais elle est non seulement coûteuse, mais elle a des effets pervers qui apparaissent aujourd'hui au grand jour. Elle crée des inégalités entre les Français et les territoires. Elle se fait au détriment de l'État, appelé à s'effacer devant la reconstitution de baronnies locales dont nous pensions pourtant être débarrassés. Pour les agents publics, comme
les contribuables que nous sommes. Elle rend complètement illisibles les politiques publiques. Et donc, nous prive de désigner les responsables politiques. Qui fait quoi? Qui a la compétence de quoi? Où s'adresser sur telle ou telle question? Qui pourra m'apporter un renseignement? Mais voilà des questions auxquelles il n'est plus possible de répondre si on n'a pas son doctorat de droit de la décentralisation. Oh, je le sais, nous ne changerons pas à l'occasion des cantonales cet état de fait. Mais il faut profiter de l'occasion pour lancer une grande réflexion politique sur la décentralisation. A-t-on vraiment besoin de 5 niveaux d'administration, communes, intercommunalités, départements, régions, États? De création récente, mais déjà chiffrée à 4 milliards d'euros par an par la Cour des comptes, l'intercommunalité, qui n'est pas la communauté de communes, devrait s'effacer et transférer ses compétences au département. Voilà qui éviterait les doublons, les structures inutiles, la complexité. La région administrative, non plus, n'a pas démontré son utilité. Trop grande pour être l'échelon de proximité, trop petite pour jouer un vrai rôle stratégique. Créée dans les années 80, a-t-elle vraiment apporté un plus à notre pays? Le département et l'État, un État fort qui doit reprendre des compétences, notamment en matière de transport, sont à mon avis largement suffisants. Communes, département, État. La République française peut parfaitement s'organiser sur ce triptyque renouvelé de façon plus rationnelle, plus démocratique et moins coûteuse. Dans cette grande réforme de la décentralisation que nous proposerons, évidemment, le cas des petites communes rurales sera étudié de très près. Ce sont elles en priorité qui devront en bénéficier parce qu'elles sont la sève de notre pays. Enfin, au-delà des mesures politiques, nous instituerons dans les assemblées départementales un vent nouveau, celui de la morale publique retrouvée. Arrêtons-nous un instant sur cette question qui me paraît de première importance. Je voudrais en effet, si vous me le permettez, dire un mot sur la morale publique et réagir aux différentes affaires qui ont récemment ou moins récemment touché des membres du gouvernement. La morale publique dans notre pays est bafouée chaque jour par la clique UMPS, à tous les niveaux. Au gouvernement, on a pu le constater récemment avec éclat, mais aussi dans les collectivités locales, comme le Front National le voit chaque jour. En cette période où les frasques aériennes dominent l'actualité du gouvernement, nous avons tous en tête le discours de 2007 de Nicolas Sarkozy sur la République irréprochable. Permettez-moi de vous dire que je considère que Nicolas Sarkozy a fait pire que tout dans ce domaine, parce qu'il a instrumentalisé avec cynisme le sujet sacré de la morale publique, le plus essentiel à la confiance entre le peuple et ses représentants. Il l'a utilisé, comme beaucoup d'autres, comme un thème de campagne, pour faire exactement l'inverse une fois arrivé au pouvoir. Et ça, c'est impardonnable. Affaire de l'EHPAD, affaire des cigares de Christian Blanc, permis de construire d'Alain Joyandet, les logements de Fadela Amara et de Christian Estrosi, l'affaire Burke, Sarkozy, Bettencourt, l'affaire Karachi, aujourd'hui les voyages de Madame Alliot-Marie, le rythme des révélations s'accroît à mesure qu'avance le quinquennat. Et encore, nous ne voyons là que la partie immergée de l'iceberg. Tout est fait en effet pour empêcher la vérité d'éclater sur bien des dossiers. Manipulation des médias, mise au pas de la justice. Mais croyez bien, mes chers amis, que si l'on cherche à empêcher le Front National de siéger dans les assemblées, au Parlement, comme dans les conseils généraux, c'est bien parce qu'ils savent tous que lorsque nous sommes présents quelque part, comme à Hénin-Beaumont ou au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, les magouilles ne sont plus aussi faciles. Cette succession effarante de scandales touchant à la morale publique n'atteignait pas véritablement jusqu'il y a peu les Français. Les scandales semblaient glisser sur l'opinion, comme si notre peuple s'accoutumait à l'immoralité de ses dirigeants, comme s'il avait renoncé à se révolter face à
cette pratique pourtant intolérable du pouvoir politique? Eh bien, j'ai l'impression qu'en ce moment, les choses sont en train de bouger. Je le ressens à travers les contacts que j'ai avec les Français, et vous aussi, sûrement. La révolte monte. Nos concitoyens, certainement exaspérés par ces révélations successives, commencent à dire leur colère. On ne peut se contenter des mesurettes annoncées par un président qui continue d'instrumentaliser les Français. Déconseiller à ses ministres de partir en vacances à l'étranger, est-ce vraiment une réponse suffisante à l'immense crise morale qui touche aujourd'hui tous les niveaux de la puissance publique? En déroute, face à la colère du peuple, Nicolas Sarkozy reste dans la posture. Il fait croire encore une fois qu'il s'empare du sujet. Mais qui peut désormais le croire? Qui peut croire celui qui a défendu la République irréprochable et qui sait, le premier une fois élu, essuyer sur les principes élémentaires de la morale publique?